Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle, donc qui est un événement comme vous pouvez le voir à l'écran, qui est en fait co-organisé par un certain nombre de partenaires, à savoir l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH, Corse, Axis Martinique et avec d'autres partenaires nationaux et régionaux. Donc, semaine de l'évolution professionnelle à destination des entreprises, des salariés du privé et des indépendants se déroule, comme vous pouvez le voir, du 10 au 21 octobre 2022. Nous lançons aujourd'hui les premiers webinaires. Quelques règles et consignes avant que nous rentrions dans le vif du sujet. Donc, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions dans un onglet qui s'appelle Questions. Et ce qu'on vous propose, par contre, c'est d'y répondre en fin de webinaire. Donc, on va dérouler en fait notre présentation et on prendra une dizaine de minutes pour pouvoir répondre en fait aux questions que vous pourrez nous poser. Et vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent. C'est ce qui permet de les faire remonter à la liste et du coup de pouvoir y répondre en priorité. Alors, comme je vous le disais, ces semaines de l'évolution professionnelle se déroulent du 10 au 21 octobre avec un certain nombre de partenaires et aussi les opérateurs du conseil en évolution professionnelle dont nous faisons partie, pour les salariés du privé et les indépendants. On va notamment en parler aussi dans ce webinaire. C'est un événement qui est 100% donc digital, qui est gratuit et qui est accessible à toute personne qui veulent se renseigner sur le sujet et qui nous permet justement d'aborder les questions d'évolution professionnelle autour d'un programme de 100 webinaires thématiques que vous pourrez retrouver aussi sur le site internet que vous verrez en fin de présentation. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Jessica, à qui je vais donner la parole pour qu'elle se présente. Alors, bonjour à tous, Jessica Reski, je suis conseillère en évolution professionnelle en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus précisément dans les Hautes-Alpes, depuis bientôt 3 ans. Voilà, donc c'est moi qui vais, en compagnie de Carole, présenter les différents dispositifs de financement de la formation. Merci Jessica. Donc voilà, comme vous l'avez compris, je suis Carole de Lampugnani et je suis manager régional du conseil en évolution professionnelle pour la région PACA. Ceci étant, ne vous inquiétez pas, on va parler de façon générale. Le webinaire n'est pas propre à la région PACA, donc tous les dispositifs que nous allons aborder concernent toutes les régions. Voilà, donc le sujet du jour, c'est les différents dispositifs de financement de formation. Et on va commencer par présenter ce qu'est le conseil en évolution professionnelle avant de pouvoir vous parler du panorama de ces dispositifs de financement. Alors, concernant le conseil en évolution professionnelle, en fait, c'est un service qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis 2014 pour être très exact, et qui a changé de main en 2019, puisqu'il était assuré auparavant par les OPACIF et les FONGECIF. Et depuis en fait le 1er janvier 2020, pour ce qui concerne les salariés et les indépendants, le service en fait est assuré par un certain nombre de personnes, on verra lesquelles tout à l'heure. Et l'objectif en fait de ce service, du conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir proposer, comme vous avez la définition à l'écran, un processus d'appui à tout salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin, il est tout à fait possible aussi dans le cadre de ces CEP de pouvoir élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc ça, c'est la définition officielle en fait du CEP. C'est un service, donc comme on l'a dit, qui est complètement gratuit et qui peut être mobilisé à plusieurs reprises pour différents types de besoins. Il y a une notion forte de confidentialité puisque vous voyez, Jessica, qui est ici présente, assure des entretiens avec les bénéficiaires qui viennent la rencontrer. Ce qui se dit dans le bureau reste dans le bureau. La seule chose qui peut aujourd'hui sortir du bureau, c'est ce que, en tant que bénéficiaire, vous décidez de faire sortir. Puisqu'il y a souvent des synthèses qui sont rédigées à l'issue des entretiens que vous menez. Et ce sont des synthèses qui sont co-construites et co-signées par vous et par le conseiller.
Voilà, donc à part ces éléments-là, tout reste confidentiel. Il y a une question aussi de neutralité, dans la mesure où on n'est pas là pour juger. En fait, aujourd'hui, on a aussi une forme d'impartialité, en plus de neutralité. Donc, non seulement on n'est pas là pour juger aujourd'hui des projets que vous allez nous présenter ou des situations que vous allez évoquer avec nous, mais en plus, il y a aussi une forme de neutralité, puisque on n'est pas là pour promouvoir, si vous voulez, un dispositif plutôt qu'un autre ou un service plutôt qu'un autre. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir adapter ça à vos besoins et à votre situation. Et puis, il y a un principe d'accessibilité aussi. Nous nous adressons quand même majoritairement à des personnes qui sont en activité, avec des contraintes horaires qui font que vous avez la possibilité de solliciter un CEP tôt le matin ou parfois jusqu'à 20h le soir, ou encore le samedi matin, ou encore entre midi et 2, pour que vous puissiez justement échanger avec votre conseiller quand cela est aussi possible pour vous, compte tenu de votre situation professionnelle. Alors, à qui s'adresse en fait le conseil en évolution professionnelle? Donc, je vais parler des opérateurs CEP qui ne sont pas destinés aux salariés, aux travailleurs indépendants. Vous avez notamment l'APEC qui aujourd'hui qui accompagne les cadres. Donc, si vous êtes cadre aujourd'hui, ce sera à l'APEC qu'il faudra vous adresser. l'APEC qui aussi intervient dans le cadre de ce webinaire. Et en tout cas de ces semaines de l'évolution professionnelle, pas de ce webinaire, mais de ces semaines, et qui du coup peut vous accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Si vous êtes demandeur d'emploi, votre interlocuteur sera Pôle emploi. Si après vous avez une double activité, c'est-à-dire que vous êtes à la fois en activité, à la fois demandeur d'emploi, il faudra faire le choix parce que vous ne pourrez pas être accompagné par 2 opérateurs, mais par contre, vous aurez quand même la possibilité d'avoir le choix, même si a priori Pôle emploi est quand même plus adapté si vous êtes aujourd'hui demandeur d'emploi. Même chose si vous avez moins de 26 ans, c'est plutôt l'Union nationale des missions locales aujourd'hui qui va être votre référent en matière d'accompagnement. Et si vous êtes en situation de handicap, ce sera du coup plutôt Cap emploi. Ce qui peut aussi vous amener à nous solliciter parce que parfois la situation de handicap n'est pas un frein en matière d'évolution professionnelle. Et dans ce cas-là, on travaille aussi en collaboration avec Cap emploi sur ces sujets. Et après, si vous êtes donc salarié du secteur privé et travailleur indépendant, vous avez tous les opérateurs privés qui sont à l'écran, donc Mouvement Évolution, Réseau EVA, qui aujourd'hui peuvent vous accompagner dans vos projets. Voilà. Alors, pourquoi nous solliciter aujourd'hui en tant que dans le cadre du CEP? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut nous solliciter d'abord et avant tout pour faire le point sur votre situation professionnelle. Il se peut qu'aujourd'hui, vous vous posiez des questions sur qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ou comment vous pouvez changer quelque chose dans votre situation ou tout simplement faire le point parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous n'avez pas forcément encore d'idée très précise de ce que vous auriez envie de faire. Donc, ça peut être tout simplement pour ça. Ça peut être aussi parce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez et vous visez une évolution, par exemple professionnelle. Vous visez le souhait de pouvoir évoluer en interne dans votre entreprise ou même hors de votre entreprise. Ou parce que vous avez une idée d'une reconversion. Alors, ça peut être une idée très précise, comme ça peut être un début de réflexion, des pistes auxquelles vous pensez et qui vont vous permettre, et avec notre aide, on va vous permettre d'investiguer tout ça et d'aller un petit peu plus loin et de vous aider à aller parfois jusqu'à la mise en œuvre même de ce projet. Ça peut être aussi parce que vous avez identifié que vous aviez besoin d'acquérir une compétence et que pour acquérir cette compétence, il faut passer par une formation et que vous avez besoin d'être aidé dans le choix justement de cette formation. Ou vous avez identifié le besoin de passer par ce qu'on appelle une validation des acquis d'expérience qui va vous permettre de certifier votre expérience et du coup de pouvoir peut-être évoluer derrière ou entrer dans une formation qui ne vous permettait pas, pour laquelle vous ne pouviez pas y accéder parce que vous n'aviez pas le niveau requis pour ça. Et après, ça peut être aussi parce que vous envisagez de changer de statut, c'est-à-dire de créer, de reprendre une entreprise alors que vous êtes actuellement salarié, ou bien vous êtes déjà indépendant, mais vous avez envie de développer aujourd'hui votre activité et vous avez besoin qu'on puisse vous aider sur ces sujets-là aussi.
Voilà, donc pour tous ces sujets, l'évolution professionnelle, le développement des compétences, la reconversion, la reprise, la création d'activités, l'acquisition d'un diplôme, ce qu'on appelle la certification professionnelle. Vous avez peut-être aussi identifié le besoin d'acquérir un diplôme. Là, on peut vous aider aussi non seulement à déterminer lequel, mais à voir aussi par quels moyens vous allez passer pour l'acquérir. Et puis pour toutes les questions aussi de mobilité interne ou externe, qui ne nécessitent pas forcément de passer par une formation ou de passer par un diplôme. Tout simplement, ça peut être une aide à la recherche d'emploi, la stratégie de mobilité, retravailler un CV, une lettre de motivation, etc. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent vous amener à solliciter le conseil en évolution professionnelle. Tu n'hésites pas à intervenir, Jessica, si tu souhaites ajouter des choses. Dernière chose sur le conseil en évolution professionnelle, ça concerne un petit peu le type de service, quelque part, qu'on peut vous proposer. Donc, ça peut aller du simple conseil, en fait, qui peut être un rendez-vous, ce qu'on appelle one-shot, où vous avez besoin d'une information, où vous avez besoin tout simplement, en effet, d'un conseil. Vous avez besoin de parler de votre situation, d'exprimer votre demande. Vous avez besoin d'avoir une idée précise de quel est le pas d'après, c'est-à-dire quelle est la démarche à faire, parce que vous ne savez pas franchement par où commencer et qu'il faut bien démarrer par quelque chose. Donc, le premier type de service qu'on peut vous proposer, c'est ce type de conseil individualisé. Mais vous pouvez aussi avoir besoin d'aller plus loin et du coup d'envisager un accompagnement un peu plus poussé, un petit peu plus long, qui peut nécessiter plusieurs rendez-vous, qui peut vous permettre d'avoir aussi un suivi et des débriefs réguliers par rapport aux démarches que vous pouvez avoir à mener. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé. Et cet accompagnement peut vous permettre d'élaborer véritablement un projet, une stratégie de mobilité, mais il peut aussi vous permettre de mettre en œuvre ce projet que vous avez pu construire au travers d'un plan d'action, au travers d'étapes, de réalisation, etc. Donc, en fait, c'est un service qui est vraiment à la carte, qui est multimodal, c'est-à-dire qu'on peut vous recevoir en physique, on peut vous recevoir, on peut échanger avec vous à distance, en visio, par téléphone, etc. Et on co-construit avec vous le parcours, c'est-à-dire qu'on détermine ensemble quelle va être sa durée, quelles vont être les étapes, à quelle fréquence on va fixer les rendez-vous. Ça, c'est quelque chose, on s'accorde vraiment ensemble. Et surtout, qu'est-ce qu'on travaille ensemble? Quels sont les objectifs qui sont à fixer? Quels sont les axes de travail que vous allez travailler avec le conseiller? Donc, à quoi, en fait, cet accompagnement va vous être utile? Voilà. Ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur même de la valeur ajoutée du conseil en évolution professionnelle. Donc, on vous remettra cette slide à la fin, mais sachez que vous avez tout à fait la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller. Vous avez pour ça le site internet www.mon-cep.org qui vous permet aujourd'hui d'avoir déjà un premier contact avec une plateforme dans laquelle vous avez ce qu'on appelle des chargés d'information qui sont des vraies personnes et qui sont là pour justement analyse de la demande avec vous et puis voir dans quelle mesure ça peut être utile justement d'aller plus loin et de prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Voilà, on va aborder la deuxième partie de ce webinaire, donc le panorama des dispositifs de formation. Et pour ça, je vais laisser la parole à Jessica. Merci, Carole. Donc oui, effectivement, ça va être consacré donc à décrire les différents dispositifs de la formation. Bien sûr, l'idée, ça a été de condenser cela pour un webinaire qui a une durée d'1 heure environ. Il y a des choses qui pourront justement être approfondies si il y a un intérêt pour vous, un rendez-vous personnalisé et individuel par le CEP. Alors, on va retrouver déjà trois axes différents en termes de leviers concernant des projets d'évolution ou de reconversion professionnelle, donc pour les salariés, bien entendu. Donc, ça pourrait être dans un premier temps ou proposer donc à l'initiative de l'employeur pour différents dispositifs. Donc, on va retrouver dans ces dispositifs le plan de développement des compétences, la dotation volontaire et les droits supplémentaires sur le CPF, l'abondement, le FNE formation et la transition collective, avec, bien entendu, des financements et un accompagnement par les OPCO, les opérateurs de compétences. Donc là, c'est l'arborescence générique de ce que je vais présenter par la suite. Ça va être détaillé dans les prochaines slides.
Après, ça peut être un projet donc d'évolution ou de reconversion en commun accord avec l'employeur, donc pour des contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage ou de PROA, de promotion par l'alternance, toujours également accompagné par les opérateurs de compétences. Et après, à votre initiative, à l'initiative du salarié, donc on va retrouver le CPF, le compte personnel de formation et les abondements, le projet de transition professionnelle, le PTP, le dispositif démissionnaire, les bilans de compétences, la validation des acquis professionnels et la validation des études supérieures, la certification CLEA et bien sûr le conseil en évolution professionnelle pour accompagner sur ces dispositifs-là. Donc, pour refaire un point par rapport à l'initiative, des dispositifs mobilisables à l'initiative de l'employeur, notamment par le biais des OPCO, des opérateurs de compétences, en resynthétisant quand même leur mission. Alors, la mission, une des missions des opérateurs de compétences, c'est le financement, donc de financer les parcours de formation, que ce soit des contrats d'alternance, donc un contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation ou la promotion par l'alternance, mais également les plans de développement de compétences. D'accompagner les entreprises, donc les petites entreprises et moyennes entreprises, dans le développement de leurs compétences et des compétences des collaborateurs, donc dans le but d'améliorer les informations et l'accès aux salariés à la formation professionnelle, et d'accompagner les entreprises à l'analyse et les définitions des besoins en matière de formation professionnelle et en fonction des besoins qu'il peut avoir sur un territoire ou sur un secteur professionnel, sur une branche. Et aussi de conseiller les branches professionnelles en appuyant la construction des référentiels et des certifications professionnelles. On parlait tout à l'heure des diplômes, donc c'est dans cet ordre-là. D'établir la GEPP, donc c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels, et de déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, des contrats d'alternance. Du coup, pour refaire un zoom sur le plan de développement des compétences, donc ça recense l'ensemble des actions de formation qui vont être proposées, retenues par l'employeur pour ses collaborateurs, ses salariés, quelle que soit leur ancienneté. Donc, c'est des actions de formation qui sont obligatoires ou nécessaires pour pouvoir poursuivre dans le poste. Des actions non obligatoires également, comme les bilans de compétences, la validation des acquis, l'action de lutte contre l'illettrisme, la certification CLEA, les compétences clés et plusieurs autres formations. Donc, ça peut être suivi dans le cadre d'une AFES, donc c'est en situation de travail. AFES, c'est action de formation en situation de travail. Que ce soit en présentiel, donc en interne d'entreprise, ou en tout ou partie à distance, en externe dans un organisme de formation, et sur et hors temps de travail. Donc, avec accord écrit du salarié. Le collaborateur conserve son statut de salarié, donc vous restez dans le cadre de votre contrat de travail, que ce soit un CDD, CDI, et continue à être rémunéré, sauf HTT, donc sauf hors temps de travail, et conserve sa protection sociale habituelle. Et également, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'un financement de leur plan par les opérateurs de compétences. Alors, la dotation volontaire de l'employeur sur le CPF d'un salarié, moi, j'ai tendance à parler aussi d'abondement, en fait, sur le compte de formation, le CPF. Ça a deux intérêts, donc de participer financièrement à un projet de formation qui est initié par le salarié et inciter le salarié à se former. Et donc, le versement du montant, ça peut être un montant du choix de l'employeur pour arriver au financement complet d'une action de formation, par exemple, qui peut dépasser les plafonds déjà soumis au CPF, qui sont de 5 000 € ou 8 000 €. Ça, on y reviendra un peu plus tard sur comment fonctionne le compte de formation. Donc, les 5 étapes, c'est de réaliser les inscriptions et une habilitation sur la plateforme Net Entreprise
Donc ça, c'est vraiment destiné aux employeurs qui souhaiteraient abonder sur votre CPF. Donc, ils ont un espace dédié à cela. Donc, après, sélectionner l'attribution d'une dotation et dotation volontaire. Identifier le salarié et renseigner le montant que vous souhaitez lui attribuer. Et réaliser le versement par virement bancaire à partir des références fournies en ligne. Et dès que le versement est réceptionné par la Caisse des dépôts, des consignations, le montant est directement disponible dans l'espace personnel de votre salarié. Donc, c'est-à-dire que sur votre CPF apparaîtra le solde suite à l'amendement de l'employeur. Donc, ça peut se faire aussi dans le sens inverse, hein, ça peut se faire aussi à votre propre demande auprès de votre employeur en fournissant un document, comme vous pouvez voir sur la slide, qui est téléchargeable sur le site du compte de formation. Et ensuite, le FNE formation. Alors, cela, ça concerne l'ensemble des entreprises dans tous les secteurs confondus. Qui place des salariés, en fait, qui auraient placé des salariés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée. Les entreprises qui sont en difficulté, au sens de l'article du Code du travail, donc hors cas de la cessation d'activité, et en mutation en reprise d'activité. Donc ça, c'est pour le côté entreprise. Et ça concerne également tous les salariés, sauf les salariés qui sont en contrat d'alternance, les salariés pour lesquels est notifiée une rupture de contrat de travail et les salariés appelés à quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'une rupture conventionnelle collective. Parce qu'il y a d'autres dispositifs et d'autres moyens de sécuriser les parcours dans ce cadre de ces dispositifs-là. Donc là, voilà, c'est un peu plus en détail, mais je pense qu'on ne va pas trop s'attarder sur la suite de cette slide. Après, on pourra y revenir si vous avez des questions. Mais l'idée, c'est d'avoir une présentation plutôt générale et de la suite qui peut vous intéresser aussi. Transition collective Transco. Donc, c'est un dispositif qui est quand même assez récent. Ça a été créé en janvier 2021 et qui est co-construit avec les partenaires sociaux. Donc, c'est composé de 2 volets. D'une part, transition collective, donc Transco, et d'autre part, Transco congé de mobilité. Et ça permet aux employeurs d'anticiper les mutations économiques de leur secteur d'activité et d'accompagner leurs salariés dans une reconversion sereine, préparée et assumée vers un métier porteur dans leur bassin de vie et d'emploi. Les 2 volets du dispositif concernant les entreprises, donc au sein desquels les emplois sont fragilisés, et ayant également des besoins de recrutement. Donc, ce dispositif, Transco, transition collective, ça peut s'adresser aux salariés concernés par un métier fragilisé, qu'ils soient en CDI, en contrat de durée indéterminée, en CDD, en contrat de travail temporaire de plus de 6 mois. Et également, le Transco congé de mobilité s'adresse aux salariés qui sont concernés par un métier qui est fragilisé. Mentionné par l'accord de rupture conventionnelle collective, le RCC, ou de type GEPP, de l'entreprise et les salariés en CDI, par rapport au congé de mobilité. Donc, c'est bien sûr à la base du volontariat. Hein. Il faut que ce soit d'un commun accord, il faut que ce soit partagé avec le salarié. Donc, un salarié, dans le cas de ce dispositif de financement de Transco, il peut s'orienter vers une formation qui est certifiante, enregistrée au répertoire national et certification professionnelle ou au répertoire spécifique. Financer aussi un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification, sans aller jusqu'à l'obtention du diplôme. Et également une VAE, une validation des acquis de l'expérience, qui serait financée par Transition Pro. On reviendra sur Transition Pro aussi plus tard et la mission que peuvent avoir les Transitions Pro dans les transitions collectives. La durée de la formation, ça peut aller jusqu'à 24 mois en continu ou 2400 heures pour se reconvertir vers un métier porteur localement. C'est-à-dire que les métiers porteurs sont enregistrés sur des listes régionales dont vous pouvez avoir accès sur différents sites. Et la rémunération est versée à 100% par les Transitions Pro
où il y a une répartition qui peut se faire aussi selon l'accord entre Transition Pro et l'entreprise, mais toujours selon la taille de l'entreprise. Nous pouvons aussi, dans le cadre du CEP, c'est aussi fortement conseillé et même, il me semble, obligatoire d'avoir un accompagnement de conseil en évolution professionnelle pour travailler le projet dans le cadre de la reconversion et présenter son projet auprès des transitions pro. Alors, il y a aussi les possibilités de financement de la formation quand c'est d'un commun accord, donc d'un commun accord entre salariés et employeurs. On va retrouver le contrat de professionnalisation, donc c'est un contrat d'alternance qui peut s'adresser aux jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter une formation initiale, aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, aux bénéficiaires des minima sociaux, donc le RSA, de l'ASS et de l'AH, et aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, d'un CUI. Les formations qui sont visées concernant le contrat de professionnalisation, alors ça peut être pour l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, qui sont enregistrés également au répertoire national des certifications professionnelles, qui soient reconnus dans la convention collective nationale de branche, ou ouvrant droit à un CQP. Alors, le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. La durée d'un contrat de professionnalisation, ça peut durer de 6 à 12 mois, si c'est en CDD ou en CDI, et également de 24 ou 36 mois en fonction de la formation initiale, du statut, de la durée de la formation envisagée. Et ça peut se calculer en fonction de la durée du contrat. Et également les financements qui peuvent avoir lieu concernant les contrats de professionnalisation, donc concernant l'employeur, donc l'OPCO, l'opérateur de compétences, ils peuvent financer des actions de formation. La rémunération selon l'âge de l'alternant et le niveau de certification visé. Après, c'est sous donc les aides et financements, sous certaines conditions, les entreprises peuvent bénéficier d'une aide de l'État. Donc, les aides de l'État actuelles, il peut avoir 5 000 € pour un alternant de moins de 18 ans et 8 000 € pour un alternant majeur, jusqu'à 29 ans révolus, préparant une certification jusqu'au master. Le contrat d'apprentissage, qui est aussi un contrat d'alternance, c'est pour les jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il peut avoir une dérogation d'âge après 29 ans pour certains cas, donc pour les travailleurs en situation de handicap, qui disposent d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, une RQTH, pour les créateurs et repreneurs d'entreprises dépendant de l'obtention d'un diplôme ou d'un titre, et pour les sportifs de haut niveau. Donc, au niveau des formations, on va retrouver des diplômes professionnels de l'enseignement secondaire, donc CAP, Bac Pro, brevet professionnel, les mentions complémentaires, mais également de l'enseignement supérieur, comme les BTS, les DUT, les licences pro. Et c'est également rapporté à des titres qui sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. La durée, donc en CDD, c'est de 6 à 36 mois. Le temps de travail est identique à celui des autres salariés, donc un 35 heures par semaine, pardon. C'est soumis au même... donc, les 5 jours de congé pour les examens sont rémunérés. La durée de la formation se calcule en référence à la durée du contrat. Et la durée minimum de 400 heures, cela doit représenter au minimum 25% du contrat. Donc, la formation doit représenter au minimum 25% du contrat. Et les aides qui peuvent être mobilisables et les financements dans le cadre du contrat d'apprentissage, on va retrouver également les opérateurs de compétences. La rémunération est déterminée en fonction de l'âge de l'alternant et le niveau de la certification visée. Et après, il peut y avoir une aide de 5 000 € à l'embauche d'un jeune de moins de 18 ans et également une aide de 8 000 € pour l'embauche d'un jeune de plus de 18 ans et de moins de 30 ans. La PROA, donc c'est la promotion par l'alternance. Donc, c'est une reconversion ou une promotion par l'alternance, donc au sein de l'entreprise. C'est uniquement pour les salariés en CDI. Donc, les salariés en CDI, les salariés en contrat unique d'insertion en CDI,
les sportifs et entraîneurs professionnels en CDD. Et le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification équivalent à une certification professionnelle enregistrée au RNCP de grade de licence, donc de niveau 6. La formation, donc c'est une formation, un titre ou un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications. Un certificat de qualification, donc un CQP. Une qualification reconnue dans la classification d'une convention collective nationale de branche, une VAE et une certification CLEA. La durée, c'est de 6 à 12 mois. Elle peut être étendue pour les jeunes de 16 à 25 ans, un second cycle de l'enseignement secondaire non validé ou non titulaire d'un diplôme de l'enseignement technique ou professionnel. Ça peut aller jusqu'à 36 mois. Pour d'autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige selon les conventions de branche. Donc, ça peut aller jusqu'à 24 mois, selon les conventions de branche. Et la durée minimale est de 150 heures. Le financement, ça peut être sollicité auprès de l'OPCO, de l'opérateur de compétences, qui va pouvoir financer les actions de formation dans le cadre de la promotion d'alternance. Et il y a 91 branches concernées dans le cadre de ce financement de la promotion par l'alternance. Et en dernière partie de présentation, on va aller sur les formations, le financement de la formation à l'initiative du salarié. Donc, on va retrouver comme moyen de financer un parcours de formation, le CPF, le compte de formation, et les abondements dont on parlait tout à l'heure. Les abondements, ça peut être, donc on l'a vu par l'employeur, hein, si le projet il est partagé. Mais c'est pas partagé, ça peut être alors mobilisation des points du compte professionnel de prévention, le C2P, c'est le compte de pénibilité qui peut être rattaché au compte personnel de formation. Un abondement en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Donc, il peut avoir un abondement fait dans le cadre d'un projet de reconversion suite à un AT, un accident de travail ou une maladie professionnelle. Et également de mobiliser le compte d'engagement citoyen, le CEC. Donc, c'est un compte selon les activités que vous faites. Il peut être collecté des points ou de l'argent, une somme d'argent, qui peut être transférée et abondée sur le compte de formation. Par dotation de l'employeur, donc une dotation volontaire ou une dotation obligatoire pour les salariés qui sont licenciés. Un droit correctif ou un droit supplémentaire, selon si les versements n'étaient pas à hauteur de ce que vous deviez avoir. Et un abondement de co-construction, donc soit sur instruction, un abondement de Pôle emploi, si vous êtes demandeur d'emploi, et qui peut être automatisé alors par la région, par les opérateurs de compétences, par l'État, selon certains critères tels que le statut, l'âge, la région d'habitation et la formation visée. Donc, pour situer, le CPF, c'est accessible dès l'entrée dans la vie active et c'est mobilisable jusqu'à la prise de la retraite. Alors, pour les salariés de droit privé, il est cotisé 500 € par an, qui peuvent aller jusqu'à 800 € par an selon la situation, c'est-à-dire si vous n'avez pas de diplôme, de certification, ou si vous avez une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Pour les travailleurs non salariés, donc ça plafonne, les deux plafonnent soit à 5 000, soit à 8 000 €. Pour les travailleurs non salariés et pour les agents publics, donc fonctionnaires contractuels, c'est des cotisations qui sont en heures, donc ça peut aller jusqu'à de 25 heures par an à 50 heures par an sur un plafond maximum de 400 heures. Et après, les formations qui sont mobilisables et finançables dans le cadre du compte de formation, on va retrouver toutes les formations, les formations qui sont éligibles, qui sont enregistrées au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique. Il y a la possibilité de valider des blocs de compétences, de financer un CLEA, donc les compétences clés, de financer un bilan de compétences, également des formations liées à des missions dans le cadre du bénévolat, le permis B ou poids lourd, donc permis voiture ou poids lourd, la validation des acquis professionnels, et l'accompagnement également à des prestations concernant et des formations concernant la création ou la reprise d'entreprise.
Le projet de transition professionnelle. Donc, dans le cadre du projet de transition professionnelle, c'est éligible pour les personnes c'est mobilisable pour les personnes qui sont en CDI ou en CDD, intermittents ou intérimaires, sous certaines conditions d'ancienneté. Ça a pour objectif de financer des projets de formation qui visent à un changement de métier ou de profession, donc dans le cadre de la reconversion. Des formations qui sont certifiantes, éligibles au CPF, donc au compte de formation, et inscrites au RNCP ou répertoire spécifique des certifications ou des habilitations. Le CPF est entièrement mobilisé, c'est-à-dire que quand une demande est déposée auprès des transitions pro, votre CPF sera automatiquement soldé. Il ne servira pas de cofinancement, mais il sera automatiquement soldé dès lors que le parcours de formation est financé. C'est des formations qui peuvent être financées quand c'est sur temps de travail ou hors temps de travail. Et 3 volets au dossier. Donc, c'est un dossier dématérialisé où va être complétée votre partie, enfin la partie du bénéficiaire, la partie des organismes de formation et la partie employeur. Si c'est une formation sur temps de travail, parce que ça peut se faire soit sur temps de travail, soit hors temps de travail. Si c'est sur temps de travail, il faut qu'il y ait une autorisation d'absence de l'employeur, dans le cadre si vous êtes en CDI, par exemple. Si hors temps de travail, l'employeur n'a pas à compléter un document ou accepter l'autorisation, enfin, accepter votre parcours de formation dans le cadre de la reconversion. Donc, la prise en charge des frais pédagogiques se fait par Transition Pro. La prise en charge des frais annexes, si c'est sur temps de travail et si la formation est en présentiel. Donc, il peut y avoir une aide au déplacement, voilà, à l'hébergement, etc. Et une prise en charge des stages en dehors de l'entreprise où le bénéficiaire travaille. Et bien sûr, avec un maintien du salaire pendant la formation, si voilà, la prise en charge de la rémunération de votre salaire, si c'est sur temps de travail. Donc, selon le salaire du bénéficiaire, quelle que soit sa durée la durée de la formation. Donc, en petite annotation, on ne peut pas refuser un projet de transition professionnelle. Vous pouvez repousser la date de départ de votre collaborateur dans un maximum de 9 mois. Donc, ça, c'est adressé aux employeurs qui recevraient une demande d'autorisation d'absence. Donc, l'employeur ne peut pas refuser votre projet de reconversion. Par contre, il peut, comme c'est demander un report de l'entrée de la date de la formation pour des raisons qu'il définira. Mais voilà, l'idée, si c'est en CDI, vous restez salarié de l'entreprise si ça se fait sur temps de travail. Je ne sais pas, Carole, si tu vas ajouter quelque chose. Est-ce qu'on peut peut-être ajouter, si tant est que c'est déjà bien complet, que en fait, par rapport à la présentation du CEP qu'on vous a fait en amont de ce webinaire, c'est que là, très clairement, sur un projet de transition professionnelle, vous avez peut-être compris que la mobilisation du CEP n'est pas obligatoire par rapport à transition collective dont vous parlez, Jessica, tout à l'heure. Et pourtant, ça peut être tout aussi pertinent parce qu'en fait, on se rend compte, comme l'a évoqué Jessica, qu'il y a quand même un certain nombre de démarches à effectuer. Dans la mesure où il faut obtenir une autorisation d'absence de l'employeur, il faut constituer une demande de financement. Et constituer une demande de financement, ça veut dire aussi argumenter sur son projet. Et argumenter sur son projet, ça veut dire être au clair avec ce qu'on veut faire, mais savoir aussi, entre guillemets, le présenter. Et il y a un certain nombre de critères sur lesquels la commission de transition pro s'appuie, en fait, pour accepter ou pas le financement de la formation. Et donc, plus on colle aux critères, plus on est exhaustif sur, en fait, les éléments de présentation de son projet professionnel, plus évidemment, on a de chance aussi que la demande puisse aboutir. Et ça, c'est un travail que mène le conseil en évolution professionnelle, puisque le conseiller, sa valeur ajoutée, c'est justement, pas que, mais en grande partie, de vous aider à argumenter, ou en tout cas à travailler cet argumentaire pour essayer que l'argumentaire soit le plus clair possible. Et puis, vous l'avez compris aussi, tout type de formation, enfin toutes les formations ne sont pas financées
dans le cadre du projet de transition professionnelle, puisque ce sont des formations qui sont forcément certifiantes, éligibles CPF et inscrites au RNCP, au répertoire spécifique. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir comment choisir sa formation ou la trouver. Peut-être aussi comparer les organismes de formation quand vous avez le choix. Et ça, c'est aussi une aide que peut vous apporter le conseiller qui, du coup, a quand même une connaissance de l'offre de formation, des spécificités et puis de la façon dont, encore une fois, vous allez pouvoir montrer dans quelle mesure la formation que vous avez choisie est la plus pertinente au regard de votre situation. Voilà, donc ce sont des exemples aujourd'hui de l'intérêt quelque part de pouvoir mobiliser le CEP quand on se lance dans un projet de transition professionnelle qui est un formidable levier. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez l'accord de la commission et que vous avez une formation qui est financée et qui peut être financée jusqu'à 100%, avec un maintien de salaire en plus pendant que vous allez vous former en fait au lieu d'aller travailler quelque part dans la majorité des cas. Je veux dire, c'est un formidable levier. Mais pour pouvoir obtenir ça, il faut monter un dossier et faire un certain nombre de démarches qui ne sont pas forcément toujours évidentes. Donc voilà, le conseiller est là aussi pour vous appuyer dans ces démarches. Oui, tout à fait. Et ça permet d'avoir de mettre en place un plan d'action et même s'il n'y a aucune obligation dans le cadre du PTP d'avoir un accompagnement, vu que c'est un dispositif qui s'adresse au grand public, d'avoir une personne qui va être là pour vous accompagner et sécuriser. On parle aussi de sécurisation dans le cadre d'une reconversion, dans le cadre de n'importe quel parcours de formation. Il y a une utilité quand même à être, et c'est conseillé d'être accompagné. Au niveau des dispositifs concernant un projet de reconversion, on va retrouver également le dispositif démissionnaire. Là, c'est dans le cadre d'un projet soit de formation pour une reconversion professionnelle, donc le PRP, soit de création ou de reprise d'entreprise. Donc, cela, en fait, c'est un dispositif où il y a une obligation d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle qui a finalité de ne plus faire partie de l'entreprise, donc de démissionner, mais en sécurisant le parcours et en ouvrant des droits auprès de Pôle emploi. Donc, il y a bien sûr des conditions pour pouvoir mobiliser ce dispositif, des conditions d'éligibilité. C'est un dispositif qui s'actionne entre 3 acteurs principaux. On va retrouver Pôle emploi, sur lesquels il y a un simulateur, vous avez vérifié si vous êtes éligible au dispositif. Un accompagnement dans le cadre avec un conseiller en évolution professionnelle et les transitions pro. Transitions pro qui seront là pour apposer un caractère réel et sérieux du projet qui permettra de démissionner et de potentiellement ouvrir ses droits auprès de Pôle emploi. Parce que Pôle emploi, à la fin de cette boucle, c'est eux qui vont qui valideront le fait de vous indemniser. Le projet qui passe en commission, c'est ce qui est attesté en commission, en tout cas, c'est uniquement le projet professionnel et la viabilité et la cohérence du projet professionnel. Donc, pour être éligible à ce dispositif, au dispositif démissionnaire, il faut avoir 5 années d'activité continue, donc d'activité salariée continue. Il faut être en CDI, à temps complet ou à temps partiel, être dans le cadre d'un emploi privé, un contrat de travail de droit privé, de ne pas avoir démarré le parcours de formation ni avoir créé ou repris une entreprise. Il faut absolument, obligatoirement rencontrer un conseiller en évolution professionnelle avec qui sera constitué le dossier. C'est un dossier, c'est en co-construction avec un conseiller. Le dossier sera transmis à la commission de transition pro par voie dématérialisée. Et comme je disais à l'instant, la commission de transition pro vont se prononcer uniquement sur le caractère réel et sérieux du projet. Et en cas d'accord de la commission, donc avec le caractère réel et sérieux, le collaborateur, donc le salarié peut démissionner et s'inscrire à Pôle emploi. Les axes qui sont travaillés avec le conseiller, donc un entretien lors de ce dispositif. Donc, c'est éligibilité et choix du dispositif, c'est-à-dire que
peut-être que ce n'est pas le dispositif qui correspond et un autre dispositif serait plus pertinent et plus sécurisant pour mettre en œuvre votre projet. La pertinence du parcours de choix de formation, en lien avec le métier que vous visez. Est-ce que le parcours de formation, s'il n'est pas établi ou s'il est établi, correspond vraiment aux besoins? La cohérence du projet, le financement de la formation, parce que bien sûr, c'est un dispositif de mise en œuvre qui ne comprend pas le financement de la formation, pas comme le projet de transition professionnelle qu'on a vu dans la slide précédente. La préformation et les perspectives d'emploi qu'il y a, si c'est un projet de formation, les perspectives d'emploi qu'on va retrouver selon un bassin d'emploi, une zone géographique définie. Et voilà pour ce qui est mis en gras en bas de la slide, c'est un changement de statut. Donc le salarié passe de salarié à demandeur d'emploi. Juste, peut-être, et ça nous fera ça permettra de répondre à une question là que je vois dans le chat. Vous inquiétez pas, dans les questions, on va répondre à vos questions. La démission, le dispositif démissionnaire, c'est bien un dispositif différent du projet de transition professionnelle dont Jessica parlait juste avant. Et il n'y a pas d'obligation, évidemment, à démissionner après un PTP, comme il n'y a pas d'obligation à mobiliser un dispositif démissionnaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous souhaitez démissionner et pouvoir bénéficier des allocations chômage, ça reste le dispositif qui permet de le faire. Voilà. Donc, mais c'est bien deux choses différentes et comme l'a très bien dit Jessica, il y en a un qui finance la formation, c'est le projet de transition professionnelle, et l'autre, il finance rien du tout. C'est un dispositif qui permet d'accéder à une formation, quand on envisage un projet de reconversion qui passe par une formation, mais ça ne règle pas la question du financement. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver quand même le moyen de financer son projet. Et c'est aussi un dispositif qu'on peut mobiliser quand on envisage un projet de création, de reprise d'entreprise, qui passe par une formation ou pas, d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est vraiment… La distinction entre les deux est importante. Puis, je rappelle souvent aux bénéficiaires que j'accompagne que c'est un dispositif de dernier recours. C'est-à-dire que, que c'est celui, dans le cadre de la mise en œuvre, qui peut être le plus radical dans la transition. Donc, c'est dans le cas où est mobilisé ce dispositif, si au niveau de l'employeur, il n'y a pas possibilité de négocier une rupture conventionnelle, par exemple. Il y a possibilité, après, de sécuriser le parcours en mobilisant ce dispositif. Mais après, il faut répondre à certains critères et ça n'enlève pas le travail du projet professionnel qui est mis en place avec le conseiller. Et on retrouve aussi comme autres actions qui permettent une reconversion, une formation, de travailler un projet professionnel. On va retrouver le bilan de compétences. Donc, il va permettre de faire un point sur son parcours personnel et professionnel en prenant en compte les centres d'intérêt, les motivations, les aptitudes, dans le but d'élaborer un plan d'action et de favoriser du coup sa mise en œuvre, la mise en œuvre d'un projet. Il y a le socle, le CLEA socle. Donc, CLEA, c'est les compétences clés qui permettent d'obtenir une première certification après avoir réalisé une évaluation préalable. Donc, de 7 domaines de compétences et de connaissances de base, comme savoir lire, écrire, compter, les règles d'hygiène, etc. Et de sécurité. La validation des acquis et d'expérience. Donc, c'est obtenir une partie ou la totalité d'un diplôme. Alors, pour valider un diplôme, il faut se présenter dans le cadre de la validation des acquis. Il faut au minimum 1 an d'activité qui est en lien avec l'expérience professionnelle, avec les compétences qui sont enregistrées, qui sont sur le diplôme, les blocs de compétences ou la totalité, pour pouvoir justifier, obtenir une certification. Les financements possibles, du coup, concernant ces dispositifs-là, donc ça peut être par le compte personnel de formation, le CPF, qui peut être complété par des abonnements ou des dotations, comme on a pu voir précédemment, par un plan de développement des compétences et les opérateurs de compétences, l'OPCO, qui peuvent financer aussi, dans le cadre d'un financement personnel,
Un financement personnel, c'est en dehors du compte de formation, c'est un financement personnel. Le FNE, formation, et les financements de la validation des acquis. Il peut avoir aussi une aide à l'accompagnement concernant la validation des acquis par les transitions pro. On peut retrouver aussi pour l'obtention d'un diplôme ou d'accéder à une formation sans repasser, sans avoir un diplôme requis. On va retrouver la VAP, donc c'est la validation des acquis professionnels, qui permet d'accéder à une formation universitaire. Donc, c'est uniquement dans le cadre des formations universitaires, sans avoir le diplôme requis et en faisant valider ses expériences professionnelles et personnelles. Et la VES, c'est la validation des études supérieures. Ça permet de valider tout ou partie d'un diplôme national sans suivre de cours grâce à ses études et aux formations suivies en France ou à l'étranger. Voilà un petit peu, on va être sur des dispositifs, bilan de compétences, principalement dans le cadre de la sécurisation aussi du parcours et de l'émergence de pistes, d'idées, de la validation des projets professionnels. Tous les dispositifs qu'on a pu voir précédemment, ça peut être transverse avec tout ce qui est proposé là, dans le cadre des bilans de compétences, du PLEA, de la validation des acquis. C'est toujours transverse au travail du projet professionnel et au métier qui peut être visé. Merci Jessica. Donc, merci déjà pour votre écoute. Vous avez ici à l'écran l'adresse sur laquelle vous allez pouvoir retrouver le replay de ce webinaire. Il vous a été, j'ai vu à plusieurs reprises aussi, cité ou dans le chat ou dans les questions. En parlant de questions, ça tombe bien, on va pouvoir du coup répondre à certaines, sachant qu'il y en a eu pas mal. Alors, toutes les questions d'ordre très personnel, parce qu'ils sont liés à une situation précise, liée à votre statut ou liée à votre projet en particulier, ben, je vous propose de venir nous rencontrer pour en parler, parce que c'est un petit peu difficile aujourd'hui de vous répondre, sachant que vous êtes 232 participants connectés. Je cherche, en fait, c'est pas que j'essaye de vous donner le tournis Avant. mais en fait, je cherche tout simplement, voilà, merci, où quelque part, on vous rappelle le site pour justement prendre rendez-vous avec nous, www.mon-cep.org. Donc, vraiment, n'hésitez pas, même si vous avez l'impression que votre question est à côté de la plaque, il se peut qu'elle ne le soit pas du tout. Et si tant est qu'elle l'est, on essaiera d'y répondre quand même, ou en tout cas de vous orienter vers les bonnes personnes. Alors, peut-être, Jessica, on a une question qui est revenue quelques fois, où en fait, on demande quelle est la différence entre le CEP et le bilan de compétences. Ça, je crois que c'est une question que j'ai régulièrement. En fait, c'est deux prestations qui sont différentes, notamment dans le cadre du bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est un accompagnement qui va durer jusqu'à maximum 24 heures et qui a pour but d'avoir un accompagnement très approfondi par rapport à vos centres d'intérêt, à votre parcours personnel, professionnel. Et l'accompagnement CEP, ce que je répète souvent, c'est que ça ne peut pas se substituer à un bilan de compétences. C'est une prestation qui peut être mise en place selon la situation dans laquelle est confrontée une personne qui vient nous rencontrer dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et il peut être défini, avant de mobiliser un bilan de compétences, de faire un point déjà avec un conseiller pour voir vraiment mettre à plat les besoins, les attentes et de voir la pertinence à suivre un bilan ou pas. Les deux prestations sont complémentaires. Bon, le bilan de compétences, c'est finançable, finançable avec le CPF ou avec un financement personnel ou autre, comme on a pu voir. Les deux peuvent être complémentaires, mais si une personne envisage de changer totalement de métier, où il y a un mal-être dans son emploi, etc., où il y a vraiment un besoin de tout remettre à plat, le bilan de compétences sera potentiellement plus adapté dans un premier temps que l'accompagnement CEP
dans lequel l'accompagnement peut être limité en termes de délai et d'heures. Ok, merci pour cette réponse. On a aussi eu des questions. Alors, attends, tu es en train de répondre. On a aussi des questions, je vais arriver, sur en fait la mobilisation du compte personnel de formation. Et alors, peut-être juste avant, il y a quand même une question aussi, toujours sur le conseil en évolution professionnelle, où peut-être on peut rappeler que il y a, parce que la personne demande s'il y a un nombre d'entretiens possible, limité, si ça dure 1 heure ou 2 heures. C'est ce que je disais, mais ça, Carole, tu pourras m'arrêter si c'est uniquement dans le cadre de notre région. Mais en général, donc, on a un premier entretien d'accueil qui peut aller jusqu'à entre 1h30 et 2h maximum, qui peut être fait en 1 fois ou en 2 fois, selon les besoins. L'idée de ce premier entretien d'accueil, c'est de faire un état des lieux et justement de voir sur quel axe de travail on va collaborer. Et ensuite, il y a les entretiens d'accompagnement où en général, on a une moyenne de 4 heures dans l'accompagnement. Qui peut être, c'est ce qui est défini avec la personne qui vous accompagne, soit 4 entretiens d'1 heure, soit 2 entretiens de 2 heures, soit il n'y aura pas besoin de la totalité, et dans une durée maximum de 6 mois. Seulement, on peut adapter selon les situations, selon les besoins, mais dans les règles, c'est en globalité de cette manière-là. Donc, ça n'a pas vocation à durer des mois, des années, mais l'accompagnement est personnalisé, donc c'est adapté selon les besoins. Merci. On a des questions aussi donc autour du CPF, notamment une personne demande si l'employeur peut obliger à utiliser son CPF. Non, ce n'est pas l'employeur, ça doit être fait d'un commun accord, la mobilisation du CPF. C'est pas obligatoire. On a vu en début les différents moyens de financement de la formation que proposent les employeurs. Si c'est à l'initiative de l'employeur un parcours de formation, il faut que ce soit la mobilisation de votre CPF doit être sous votre accord. Voilà, nous avons des questions aussi sur Transco et notamment savoir un petit peu si le dispositif fonctionne parce qu'il a eu un petit peu de mal à démarrer. Et puis peut-être une question autour de ce qu'on entend par le métier fragilisé dans Transco. Donc au niveau de savoir si fonctionne le dispositif, oui, moi il m'est arrivé d'accompagner des personnes dans la mobilisation de ce dispositif. C'est beaucoup moins que la mobilisation d'un projet de transition professionnelle, par exemple. Et dans la deuxième question, si tu peux me la répéter, je n'ai pas... Oui, c'est si il y a ce qu'on entend par métier fragilisé, parce que je pense que dans ta présentation, tu as dû parler de métier fragilisé et du coup, la personne a rebondi sur la notion de métier fragilisé, en fait. Mais les métiers fragilisés, ça peut être des métiers qui sont voués à disparaître par rapport à une évolution, des métiers qui sont moins recherchés ou dont il y a moins de besoins, ou des métiers qui disparaissent par rapport à l'évolution tout simplement. Et ça peut être aussi également au sein même d'une entreprise où, par exemple, une personne que j'ai accompagnée, dans ce cadre-là, son poste était menacé parce que l'entreprise était reprise par les enfants de l'employeur initial et n'avait plus besoin de ce poste-là qu'ils allaient gérer différemment. Donc, ça peut être dans ce cadre-là aussi. Si je ne me trompe pas, Jessica, dans le cas de Transco, il y a une liste de toute façon des métiers qui sont considérés en tension et sur lesquels, en tant que conseiller, on se base justement pour voir dans quelle mesure Transco peut être mobilisé ou pas. Voilà, parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que l'emploi soit menacé, mais il y a aussi le fait de se diriger vers un métier porteur pour mobiliser ce dispositif. Merci. Alors, on a quelques questions autour notamment des branches professionnelles par rapport à Pro A. Où puis-je trouver la liste des branches? Quelles sont les branches concernées par la Pro A?
Mais ça peut être regardé. Alors, il y a 11 opérateurs de compétences et vous pouvez les retrouver grâce au code NAF qui est inscrit sur votre bulletin de salaire. Donc, vous pouvez repérer de quelle branche de compétence, quel OPCO vous dépendez. Après, on a des questions autour un petit peu de transition du PTP, pardon, du projet de transition professionnelle, et notamment aussi la question des délais, la question aussi s'il y a un plafond sur la prise en charge de la formation, si la mobilisation du CPF est obligatoire pour demander le PTP. Alors, pour reprendre les questions à l'envers, donc oui, la mobilisation du CPF est obligatoire. C'est-à-dire que le CPF, il ne va pas être considéré comme un cofinancement. Donc, vous pouvez avoir 1 euro, 5 000 euros, 8 000 euros sur votre CPF. Ça ne sera pas une des raisons qui va faire pencher la balance pour financer et pour accepter la demande. Par contre, c'est automatiquement soldé. Voilà. Donc, l'idée, c'est que c'est un souci aussi d'égalité, qu'une personne qui aurait moins de fonds sur son CPF puisse mobiliser, que ce ne soit pas un critère de priorité. Donc, il sera automatiquement soldé. Concernant les autres questions, la durée, donc il y a des différentes étapes. Il y a une frise chronologique sur laquelle on s'appuie quand on travaille en individuel lors des entretiens. Il faut savoir qu'il y a une demande d'autorisation d'absence quand c'est sur temps de travail à faire à l'employeur qui est au maximum de 6 mois avant le début de la formation. Et un dossier doit être déposé complet avec les 3 parties, comme on l'a pu voir. Donc, la partie demandeur, bénéficiaire, la partie formation et la partie employeur, qui doit être qui doit être déposé complet auprès de Transition Pro 3 mois avant le début de la formation. Ces délais, s'ils ne sont pas respectés, ils ne passeront pas en commission. Très bien. On a répondu à pas mal déjà de questions. Rappelez peut-être que, puisqu'il y a encore des questions autour de comment prendre rendez-vous avec un conseiller, donc vous avez la slide qui est là encore à l'écran, donc sur le site www.mon-cep.org. Il y avait aussi une question qui concernait les auto-entrepreneurs, je vois, je ne sais pas si c'est celle-ci. Oui. Par rapport aux entrepreneurs qui souhaitent changer de métier et avoir un accompagnement. Donc, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on accompagne aussi les indépendants. Et il y a des dispositifs, il y a des fonds de financement qui n'ont pas été abordés dans ces slides, mais qui vont être des fonds d'aide. Donc, on va retrouver selon le secteur, selon l'activité que vous faites. Il peut y avoir une activité libérale, commerciale, une activité commerciale, libérale et artisanale. Et donc, c'est différents prestataires qui peuvent accompagner dans le cadre de ces activités-là. Très bien. Bon, je pense que il est 17h03, donc on va pas tarder à se quitter. Peut-être bien rappeler avant de partir que donc selon votre situation, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient demandeurs d'emploi, d'autres qui pouvaient être dans le secteur public, d'autres peut-être qui aujourd'hui sont en situation de handicap. Donc voilà, on vous a remis à l'écran la slide qui en fait permet de rappeler quel est l'interlocuteur privilégié en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, si vous êtes salarié du secteur privé ou travailleur indépendant, à ce moment-là, vous dépendez de nous, mais aussi de toutes les personnes que vous avez là à l'écran. Et donc, le site Internet dont on parlait tout à l'heure concerne quand même plus particulièrement ces personnes-là. Si vous êtes cadre, ce sera l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est plutôt auprès de Pôle emploi qu'il faut vous rapprocher. Si vous avez moins de 26 ans, les missions locales. Et si vous êtes en situation de handicap, ce sera plutôt Cap emploi.
Encore une fois, pour les personnes à qui nous n'avons pas répondu, c'est pas que nous ne souhaitions pas le faire, mais c'est parce qu'il y a des questions un peu plus d'ordre, je dirais, personnel. Et dans ces cas-là, je vous invite vraiment à nous contacter pour qu'on puisse prendre le temps de vous répondre. Et nous vous remercions pour votre écoute, pour votre disponibilité, votre participation. Et nous vous disons à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.